Madame la Présidente, chers membres du jury et chers contradicteurs, à en croire un certain érudit, grand savant, docteur en sciences, un homme sage et éclairé, Donald Trump, ça finira par se refroidir, affirmait-il au sujet du réchauffement climatique. Et pourtant, les climatologues ne cessent de nous alerter sur le danger de la situation. Le climat, qu'on peut définir comme un ensemble de phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné, ce climat est menacé. Pour débattre sur ce sujet, il est nécessaire d'expliquer un autre terme, le terme chaud. Le terme chaud, dans son sens premier, fait référence à une température qui est élevée. Mais la langue évolue, elle s'adapte continuellement, et c'est précisément ce qui en fait une langue vivante. Ainsi, les cas dans lesquels on a pu utiliser le terme chaud ont évolué. Ce terme, tel qu'utilisé par les Jones, peut faire référence à quelque chose de difficile. Il permet d'exprimer une information qui est particulièrement choquante. On peut également l'utiliser pour exprimer sa grande motivation, son envie, sa volonté d'agir. En fait, sa volonté de ne pas rester passif. Le sujet nous amène donc à nous demander s'il faudrait être chaud pour le climat. Traduction, il s'agit en fait de se demander, de se prononcer sur la nécessité d'agir, de se mobiliser, d'être actif pour le climat. C'est incontestable, mais surtout, c'est scientifiquement établi. Le changement climatique est une véritable menace pour l'ensemble de l'humanité. Ainsi, pour défendre ce sujet, mon plan peut se résumer à quelques mots. Pourquoi, qui et comment. Donc je démontrerai pourquoi il faut être chaud, qui est chaud et comment être chaud pour le climat. Alors commençons par voir pourquoi il faut être chaud pour la planète. En effet, il ne faut en aucun cas rester spectateur en attendant que les répercussions sur la planète soient totalement irréversibles. S'il est nécessaire de se mobiliser, c'est parce qu'il a été démontré par de nombreux scientifiques que le changement climatique est une réelle menace. Et c'est pour cela qu'il faut être chaud pour le climat. Diverses preuves de ce réchauffement climatique ont été avancées par de véritables experts en la matière. Pour le premier élément qui ne laisse aucun doute sur la réalité de ce réchauffement climatique, j'aimerais conformément à l'intitulé du sujet parler de température. Il a été constaté que la température mondiale a augmenté, et cela depuis la révolution industrielle. Si certaines parties du globe semblent être moins affectées, d'autres le sont gravement, notamment l'Arctique. Chaque année, et cela depuis les années 80, les scientifiques constatent une importante diminution de la superficie des glaciers. Cette diminution, elle a pour conséquence d'entraîner l'élévation du niveau des mers, menaçant ainsi de submerger totalement les zones continentales. Mais cette fonte des glaciers, elle a également un impact sur les animaux, entre autres sur les ours polaires et les baleines, qui voient leurs conditions de vie dramatiquement changer. Avant les années 2000, l'Antarctique, par exemple, perdait en moyenne 40 milliards de tonnes de masse glaciaire par an. Encore pire, dès 2009, cette perte est passée à 250 milliards de tonnes. Ces chiffres qui s'accroissent de manière exponentielle ne laissent plus aucun doute sur la réalité et la nécessité d'agir afin d'amoindrir les conséquences déjà dramatiques du réchauffement climatique. J'aimerais également rappeler les records de chaleur qui se succèdent en France comme à l'étranger. Selon le programme européen Copernicus, le mois de juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, et cela depuis le début des relevés météorologiques. Encore pire, les scientifiques ont affirmé que d'ici 2100, la température mondiale pourrait augmenter de 6 à 7 degrés, si le recours aux énergies fossiles n'est pas drastiquement réduit. Par ailleurs, les vagues de sécheresse, d'incendies, de canicules ou encore d'inondations dans le monde entier ne sont encore une fois que des conséquences de la réalité du réchauffement climatique. Dans un second temps, je démontrerai que les populations sont de plus en plus chaudes à agir pour le climat. Il faut effectivement relever que de plus en plus de personnes sont sensibles à cette question du climat, qui est aujourd'hui plus que d'actualité. Il est vrai que c'est grâce à l'implication de la Suédoise Greta Thunberg que la cause écologique a pu être amenée au devant de la scène. C'est la force de conviction de la jeune lycéenne qui, en dépit de son âge, nous a poussés
à agir contre le réchauffement climatique. Et cette lutte, elle permet de rassembler des personnes de tout âge, de toute origine, de cultures variées, qui vont se battre pour défendre un objectif commun, sauver la planète. Ou du moins, faire en sorte d'amoindrir les conséquences déjà importantes du réchauffement climatique. Prendre quelques chiffres me semble ici indispensable. Selon un sondage, en France, 93% des personnes interrogées ont conscience de vivre une période de réchauffement climatique. Elles considèrent également que ce réchauffement est dû à l'activité humaine. 76% considèrent par ailleurs que la situation est particulièrement préoccupante et qu'il est nécessaire d'agir dès maintenant. Cette prise de conscience, qui est de plus en plus forte, est bien loin de se limiter à la France. En effet, si on regarde le sondage le plus vaste jamais réalisé concernant les enjeux climatiques, on constate qu'en Italie, ou même au Royaume-Uni, 81% des personnes interrogées considèrent que le réchauffement climatique est effectivement une urgence. Ce que montrent ces sondages, c'est que les populations du monde entier sont prêtes à la transition écologique. Non seulement les gens sont chauds pour cette transition, je dirais même qu'ils sont chauds bouillants. Les populations réclament du changement aux gouvernants, par la prise de mesures fortes, mais surtout par le respect de ces mesures. Et cela pour le bien de l'humanité, des espèces animalières, mais surtout pour assurer la continuité de la vie sur Terre. Enfin, le point qu'il me reste à aborder est les différents moyens dont nous disposons pour agir. Il a été vu précédemment qu'il était indispensable d'agir. On peut se demander alors comment peut-on agir ? Bien par différentes manières. Des manières simples qui peuvent permettre de faire effectivement la différence. Le recours notamment au déplacement à pied, à vélo, au transport en commun, dès lors qu'il s'agit de courtes distances. La gestion des déchets est également une solution qui peut être envisagée. Les déchets représentent un véritable fléau. Ces montagnes de déchets dont on ne peut ignorer l'existence ont des conséquences réellement dramatiques. De telles accumulations de déchets sont non seulement nocives pour le climat, mais elles ont également des effets particulièrement graves sur les hommes, puisqu'elles sont radioactives. Pour agir éco-responsablement, on peut également penser à tout simplement éteindre son ordinateur ou faire le tri dans ses mails. Ces émissions, si elles sont minimes dans le cadre d'un seul mail, à l'échelle mondiale, elles contribuent à accentuer la pollution. Ainsi, trier ses déchets, se déplacer en voiture le moins possible, constituent des gestes qui sont simples, et pourtant, ils sont loin d'être des pratiques suffisamment répandues dans la société, parce que nous vivons dans une société de consommation. Une société de consommation dans laquelle il s'agit de produire toujours plus. Mais comme vu précédemment, les conséquences du réchauffement climatique sont irréversibles. Ainsi, à quoi bon produire toujours plus, polluer toujours plus, si cela mène à ce que l'humanité disparaisse en fin de compte ? C'est pour cela que non seulement il faut être chaud, mais on doit être chaud pour le climat. De façon ainsi à limiter au maximum les conséquences du réchauffement climatique. De notre action dépend la continuité de l'humanité. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Merci beaucoup. Certaines personnes aiment croire en un merveilleux futur dans lequel l'humanité, grâce à de nombreux efforts, des tonnes de travail et de bonne volonté, arriverait à redresser la barre et s'épanouirait dans un monde libéré de la peur climatique. J'avoue volontiers en avoir moi-même fait partie, mais malheureusement ce n'est plus le cas. C'est pourquoi je m'excuse, Madame la Présidente, chers membres du jury, chères contradictrices et chers publics, je m'excuse du manque d'optimisme qui risque de transparaître de ma prise de parole. Cependant, j'aime à croire qu'elle s'approchera au plus près de la réalité, sans tomber pour autant dans le catastrophisme. Faut-il être chaud pour le climat ? Lorsque l'on m'a donné à étudier ce sujet, mon cerveau est entré en ébullition. J'ai tout de suite pensé aux 1001 promesses faites par la science ou la politique qui nous permettraient de limiter le réchauffement de la Terre tout en conservant notre niveau de vie actuel. Que de merveilleuses promesses, toutes plus incroyables les unes que les autres. Des avions faits de panneaux solaires, des voitures électriques, le reboisement accéléré ou même un recours à la géo-ingénierie. L'humanité semble détenir aujourd'hui un nombre incalculable de moyens de solutions pour sauver le climat. Et pourtant la réalité m'a vite rattrapé et m'a fait sortir de cette douce rêverie. Je fus confronté à nouveau, comme chacun de nous, aux centaines de bulletins météo affichant dans chaque département de l'Hexagone des températures bien au-delà des normales de saison.
À nouveau, j'ai pu observer des photographies de glaciers disparaissant d'année en année. Et même dernièrement, malheureusement, cette terrible tragédie dans l'Himalaya, où un glacier s'est effondré, faisant des dizaines de victimes. Alors faut-il être chaud pour le climat? Je n'avais pas encore de réponse. Je savais simplement que nous l'étions trop ou pas assez. Puis après avoir creusé, fait des recherches, lu des articles, je me suis rendu à l'évidence. Il ne sert à rien d'être chaud pour le climat. Et je vais tenter de vous démontrer pourquoi. Posons tout d'abord les termes du débat. Parce que qu'est-ce que cela veut dire finalement, être chaud pour le climat? Selon moi, l'expression « être chaud » revient à adopter une attitude volontariste, à faire le choix d'exercer une action positive sur une chose, en l'occurrence le climat. Cette idée va même plus loin. Être chaud correspond à l'idée de prendre des initiatives. Il faut être enjoué, il faut tout donner pour atteindre cet objectif. L'objectif étant bien sûr, en l'espèce, de limiter le réchauffement du climat terrien. D'après le Larousse, le climat correspond à l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère. Pour avoir un climat, il faut donc une atmosphère. Et je ne rentrerai pas dans les détails de l'apparition de l'atmosphère sur Terre, je ne les connais pas. Simplement, j'aimerais rappeler un fait. L'atmosphère terrestre est née il y a 4 milliards d'années. C'est il y a 2,5 millions d'années qu'apparaissait la première espèce humaine, l'Homo habilis, et seulement il y a 200 ou 300 000 ans qu'apparaissait que nous apparaissions, nous, l'Homo sapiens. Lorsque l'on prend en considération cette échelle de temps, l'apparition de l'espèce humaine est en réalité très récente. C'est pourquoi je pense que c'est manquer d'humilité que de penser que nous sommes capables et que l'on doit, nous, êtres humains, sauver le climat. Puisque, en réalité, le climat existait et il était vivable bien avant nous. Il le sera toujours après, quand bien même une période de rééquilibrage de quelques millions d'années soit nécessaire. À l'échelle planétaire, ce n'est pas grand-chose. On objectera que pourtant, l'homme a déjà modifié le climat. Félicitations à lui. Mais cette modification était totalement involontaire et surtout, elle illustrait une augmentation des niveaux de vie de chacun, puisque la détérioration du climat apparaît au XVIIIe siècle avec la révolution industrielle et donc avec l'apparition de la croissance économique. Finalement, la détérioration du climat apparaît comme une sorte de compagnon de route de la croissance. Et la situation actuelle est bien différente puisqu'il est question justement de modifier le climat pour le faire tendre vers un objectif, vers une augmentation de seulement 2 degrés, ce qui signifie à un certain terme de faire le choix de perdre de notre sacro-sainte croissance, mais aussi de perdre notre qualité de vie, nos opportunités, et un ensemble de choses qui semblent tellement nécessaires à l'homme moderne. Alors certains élaborent des solutions dans la continuité de ce que l'homme a fait durant toute la période contemporaine. Le schéma en effet est assez simple. L'homme est confronté à un problème, il réfléchit, il trouve une solution, puis il l'applique. Par exemple, dans les transports, la Terre était devenue trop vaste, les chevaux trop lents. L'homme a alors développé des moyens de transport de plus en plus performants. Le train, l'avion, la voiture. On notera au passage que cette invention est condamnée d'une façon ou d'une autre, à provoquer la hausse des températures et une détérioration du climat. Mais toujours est-il que dans la lignée de ce schéma, aujourd'hui des scientifiques, des économistes, des politiciens plaident pour un recours à la géo-ingénierie, qui consiste à manipuler et modifier l'environnement. À titre d'exemple, l'une des solutions proposées par la géo-ingénierie consisterait à envoyer du soufre dans l'atmosphère terrestre afin de limiter l'impact des rayons du soleil réchauffant la planète. Alors sans prétendre être expert en climatologie, cette solution semble ressembler étrangement au début d'un mauvais film de science-fiction, ne paraît pas apte à limiter le réchauffement climatique. Et alors, lorsque l'homme en arrive à jouer à l'ingénieur climatique, ou plutôt à l'apprenti alchimiste, et tente de remettre les choses en ordre en ajoutant par-ci, enlevant ici pour remettre là, la situation semble déjà hors de contrôle. Comme l'a dit Claude Lévi-Strauss, plus la science progresse, mieux elle comprend pourquoi elle ne peut pas aboutir. Alors on peut se demander, l'espèce humaine n'est-elle pas simplement arrivée à sa limite? Ce ne serait pas infamant. Nous venons la semaine dernière de poser un robot qui devrait nous rapporter d'ici peu des roches martiennes. C'est déjà un très beau parcours pour nous qui ne sommes
originellement qu'un amas de cellules. Alors pourtant c'est attractif. Imaginez que la survie de l'homme, des espèces, voire même de la Terre, et pourquoi pas du système solaire, repose dans les mains des femmes et des hommes de notre génération. Mais je doute que cela soit possible et ni même nécessaire. Pourtant il n'est pas question ici de faire l'autruche et de laisser les catastrophes arriver. Il suffit simplement de nous rendre à l'évidence. Nous ne remplirons pas les objectifs nécessaires à limiter le niveau des températures climatiques sous un certain seuil. Alors commençons dès aujourd'hui à nous adapter. Ne perdons pas d'argent, de temps, d'intelligence dans de vaines entreprises pour éviter une cause qui est déjà perdue. Le réchauffement climatique risque de provoquer des catastrophes naturelles, des pénuries d'eau dans certains pays, des vagues migratoires inédites et des dizaines d'autres incidents de la sorte. Alors nous pouvons attendre et regarder, mais comme l'a dit Aldous Huxley, se rouler dans la fange n'est point la meilleure façon de se nettoyer. Alors que tant que nous en avons encore le temps, nous pouvons préparer des méthodes de redistribution d'eau à l'échelle internationale. Nous pouvons nous préparer à accueillir des réfugiés climatiques dans des conditions dignes. Nous pouvons préparer nos habitats, nos villes, nos écoles à l'impact des catastrophes naturelles. Il ne faut pas être chaud pour le climat, je pense qu'il le fallait. C'est malheureusement trop tard aujourd'hui. En revanche, nous pouvons dès aujourd'hui être chauds pour préparer le mieux possible un futur qui semble tellement imprévisible. Je vous remercie. Alors, chers contradicteurs, le point de vue que vous défendez est bien pessimiste. Vous affirmez qu'il ne sert à rien d'être chaud pour le climat, ce que je pourrais résumer par que tout est cause perdue. Or, les scientifiques l'ont effectivement démontré. Le réchauffement climatique est effectivement irréversible. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est tenter de limiter son impact, de limiter sa gravité. Nous avons, l'humanité, j'entends les hommes avec un grand H, dégradé la planète, et c'est donc à nous de réparer les dommages que nous avons causés. Je doute par ailleurs que de véritables experts que sont les climatologues perdent leur temps à prévenir de plus en plus de populations, qu'ils passent leur temps à mettre en garde les gouvernants, qu'ils mettent leurs connaissances au profit des populations pour nous avertir si... non, pardon. Donc je doute que c'est ce qu'ils fassent si jamais c'était peine perdue, et je considère donc que ce qu'ils affirment en tant qu'experts est une réalité sur laquelle on peut se baser. On doit leur faire confiance parce qu'eux sont experts de la science et qu'ils maîtrisent et qu'ils comprennent les conséquences que le réchauffement climatique, dont les hommes sont au fondement, ont causé. C'est donc à nous, non seulement d'agir, mais d'écouter les avertissements qu'ils nous adressent, de les comprendre et de réagir par rapport à ces avertissements qu'ils nous adressent. Vous évoquez les avertissements que nous adressent les experts, les climatologues depuis un certain temps sur le réchauffement du climat. Depuis un certain temps, et plus précisément depuis 1971, c'est en 1971 qu'est apparu le premier rapport mettant en garde l'ONU à l'époque des dangers que représente l'activité humaine pour le climat et les dangers que représentera le réchauffement de ce climat. Depuis 1971, pourtant, rien n'a changé. Les émissions de CO2 ont continué à augmenter chaque année, d'année en année. En 2002, Jacques Chirac disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Depuis, nous avons continué à regarder ailleurs, nous n'avons pas spécialement agi sur le climat. Vous évoquez aussi le fait que vous me reprochez de dire que cette cause est une cause perdue. Cependant, malheureusement, il semblerait que cela soit le cas et que cela soit appuyé par certains scientifiques, notamment les membres du GIEC, qui ont étudié, la fonte du permafrost sous l'Arctique. Le permafrost, pour résumer, c'est une couche de CO2 qui se situe sous la glace des pôles, qui contient environ 4 fois plus de CO2 que ce que l'humanité a émis depuis le milieu du 19e siècle. Or, cette glace, selon les experts du GIEC, fond avec 60 années d'avance par rapport à leurs premières estimations.
Et il semble aujourd'hui impossible de faire cesser du jour au lendemain toute émission de CO2 afin que cette bombe à retardement qui se situe sous nos pôles ne finisse par exploser. C'est pourquoi je pense qu'au lieu de chercher à investir, à rechercher à prévenir le réchauffement climatique, à l'empêcher, pardon, il est plus judicieux, il serait préférable de chercher à prévenir les dégâts qu'il va causer.